Par une froide nuit de décembre à Lyon, Marc Dubois terminait son service de nettoyage et se dirigeait vers l'arrêt de bus près du complexe Morrow Enterprises. Le vent glacial balayait le parking, dispersant les feuilles mortes sur l'asphalte. C'est alors qu'il la vit. Une femme assise seule sur le banc. Ses épaules secouées de sanglots silencieux. Elle portait un manteau coûteux, mais semblait complètement perdue. Marc ne posa aucune question. Il enleva simplement sa veste de travail usée et la posa sur ses épaules. Puis, il disparut dans l'obscurité, sans jamais se retourner. Isabelle Moreau regarda l'étranger disparaître au coin de la rue, sa silhouette avalée par les faibles lumières. Elle serra la veste plus fort, respirant l'odeur de détergent et quelque chose de légèrement boisé. Pour la première fois, depuis des mois, quelqu'un l'avait vue pleurer et avait offert du réconfort sans rien attendre en retour. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ne savait pas qu'il travaillait dans les étages inférieurs de l'immeuble qu'elle possédait. Tout ce qu'elle savait, c'est que sa gentillesse l'avait trouvée à son moment le plus bas, et elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose d'important venait de se passer entre eux. Ce que ni l'un ni l'autre ne savaient, c'est que cet acte de bonté allait changer leur vie et transformer à jamais une entreprise de 4 milliards d'euros. Si vous êtes prêts pour cette histoire, écrivez dans les commentaires d'où vous regardez cette vidéo. Marc Dubois avait été agent d'entretien chez Morrow Enterprises pendant 4 ans. Il arrivait avant l'aube et partait après le coucher du soleil. Il nettoyait les bureaux, vidait les poubelles et maintenait l'immense siège social dans un état impeccable. La plupart des employés ne le remarquaient jamais. Il portait le même uniforme bleu que les autres membres du personnel d'entretien, se déplaçait par les couloirs de service et déjeunait seul dans la salle de repos du sous-sol. Sa vie existait dans les marges du monde corporatif brillant au-dessus de lui. Il n'avait pas toujours vécu ainsi. Il y a 8 ans, Marc était chef de chantier pour une entreprise de construction à Marseille. Il avait une épouse nommée Claire, une maison avec un petit jardin et des projets d'avenir. Puis Claire était tombée malade d'un cancer du sein pendant sa grossesse avec Emma. Elle avait porté leur fille à terme malgré les conseils médicaux, s'accrochant juste assez longtemps pour voir Emma prendre sa première respiration. Claire était morte 4 jours plus tard. Marc avait 31 ans avec un nouveau-né et un chagrin si lourd qu'il avait failli le détruire. Il avait vendu la maison, quitté son emploi et déménagé à Lyon pour être plus proche de sa sœur. Elle l'avait aidé à élever Emma pendant ses premières années impossibles. Quand sa sœur était morte dans un accident de voiture il y a 2 ans, Marc s'était retrouvé vraiment seul pour la première fois. Il avait pris l'emploi d'entretien chez Morrow Enterprises parce que les horaires étaient instables et l'assurance maladie couvrait les visites pédiatriques d'Emma. La fierté était devenue un luxe qu'il ne pouvait pas se permettre. Maintenant âgé de 39 ans, Marc vivait dans un appartement de 2 chambres dans le 8e arrondissement. Il se levait à 4h30 chaque matin, préparait le petit déjeuner pour Emma, l'accompagnait à l'arrêt de bus scolaire, puis prenait son propre bus pour le travail. Le soir, il aidait avec les devoirs, cuisinait des repas simples et lisait des histoires jusqu'à ce qu'elle s'endorme. Son monde s'était rétréci à la taille des besoins de sa fille, et il avait fait la paix avec cela. Il n'y avait plus de place pour l'ambition, plus d'espace pour désirer davantage. Il y avait seulement le jour suivant, le service suivant, le moment suivant, avec Emma. Cette nuit de décembre, quand il avait vu la femme pleurer sur le banc, il n'avait pas réfléchi. Il avait simplement vu une personne en détresse, qui avait besoin d'un geste de gentillesse. Il avait enlevé sa veste et l'avait posée sur ses épaules, puis était parti. Ce n'était que plus tard, en grelottant dans le bus, qu'il avait réalisé qu'il reconnaissait vaguement cette femme. Quelque chose dans son visage lui rappelait les photos dans les couloirs de l'entreprise, mais il n'y avait pas vraiment fait attention. Marc n'avait jamais été le genre d'homme à chercher la reconnaissance ou les récompenses. Il faisait simplement ce qui lui semblait juste et continuait sa route. Isabelle Moreau occupait un univers complètement différent. À 34 ans, elle contrôlait un conglomérat industriel de 4 milliards d'euros,
que son grand-père avait construit à partir de rien. Morrow Enterprises fabriquait des composants de précision pour les industries aérospatiales, automobiles et énergétiques à travers l'Europe. Le siège social de Lyon employait plus de 3000 personnes et Isabelle savait qu'elle était responsable de chacune de leurs vies. Elle n'avait jamais voulu cette vie. En grandissant, Isabelle rêvait de devenir architecte. Elle passait ses étés à dessiner des plans de maisons imaginaires et à étudier les grands bâtiments d'Europe. Mais son père était mort subitement quand elle avait 25 ans, ne laissant personne d'autre pour prendre les rênes. Sa mère s'était remariée et avait déménagé en Espagne. Son frère luttait contre la dépression depuis l'université et ne voulait rien avoir à faire avec l'entreprise. Alors, Isabelle Ethemence était intervenue, échangeant ses plans d'architecte contre des bilans financiers, les espaces créatifs contre les flux de trésorerie. 9 ans plus tard, elle avait doublé les revenus de l'entreprise et élargi son action à 4 nouveaux marchés. Les magazines économiques l'appelaient une visionnaire. Les conférences industrielles suppliaient pour ses interventions. Mais le succès lui avait coûté tout ce qui était personnel. Ses fiançailles avaient pris fin quand son fiancé avait admis qu'il se sentait comme son employé, pas son partenaire. Ses amitiés avaient fané sous le poids de journées de travail de 16 heures. Elle vivait dans un appartement penthouse au centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond qui donnaient sur la ville qu'elle aidait à faire prospérer. La plupart des nuits, elle mangeait des plats à emporter seule à son bureau, regardant les lumières en contrebas et se demandant ce que cela faisait d'être anonyme. La nuit où Marc l'avait trouvée en pleurs, Isabelle venait d'apprendre que son frère avait fait une nouvelle tentative de suicide. Il avait survécu, mais de justesse. Elle s'était précipitée à l'hôpital, était restée avec lui pendant le pire, puis était retournée au bureau parce qu'un contrat crucial nécessitait sa signature. Quand elle avait atteint l'arrêt de bus, l'épuisement et le chagrin avaient finalement percé son armure. Elle s'était assise, ayant l'intention d'appeler son chauffeur, mais s'était trouvée incapable de bouger, incapable d'arrêter les larmes qu'elle retenait depuis des années. Un étranger lui avait donné sa veste. Un étranger était parti sans attendre de gratitude ou de reconnaissance. Dans le monde d'Isabelle, tout le monde voulait quelque chose. Les investisseurs voulaient des profits. Les membres du conseil d'administration voulaient de l'influence. Les employés voulaient des promotions. Même les associations caritatives voulaient que son nom soit attaché à leur bâtiment. Mais cet homme n'avait rien voulu. Il avait simplement vu une femme en détresse et avait répondu par une décence silencieuse. C'était un si petit acte, et pourtant il la hantait depuis des jours. Elle avait gardé la veste. Elle se disait qu'elle la rendrait finalement une fois qu'elle aurait découvert qui il était. Mais les semaines passaient et elle ne faisait jamais l'effort. La veste pendait dans son placard, un rappel que la gentillesse existait encore quelque part, au-delà des salles de conseil et des bilans. 3 semaines après cette nuit, Marc réparait un système de ventilation au 5e étage quand il la vit. Isabelle Moreau sortit de l'ascenseur de direction, entourée d'assistants et de managers. Elle marchait avec détermination, ses talons claquant sur le sol en marbre, son expression illisible. Marc la reconnut immédiatement, non pas comme la femme de l'arrêt de bus, mais comme le visage sur la newsletter de l'entreprise. La propriétaire, celle dont le nom était gravé sur le mur du hall d'entrée. Il retourna son attention vers le système de ventilation, gardant la tête baissée pendant que le cortège passait. Dans son monde, les gens comme Isabelle Moreau existaient sur un plan différent. Il prenait des décisions dans des bureaux de verre pendant que les travailleurs comme lui maintenaient le bâtiment en fonctionnement. Mais Isabelle jeta un coup d'œil dans sa direction en passant. Quelque chose dans sa posture attira son attention. La façon dont il travaillait méthodiquement, la concentration silencieuse dans ses mouvements. Elle ne le reconnut pas. L'homme de l'arrêt de bus avait été une ombre dans l'obscurité, sans visage et fugace. Plus tard cet après-midi, une canalisation éclata dans la salle des serveurs au 4e étage.
L'eau inonda le sol, menaçant des centaines de milliers d'euros d'équipement. Mark fut le premier sur les lieux, coupant la valve principale et commençant les réparations d'urgence. Il travailla pendant 3 heures d'affilée, contenant les dégâts avant qu'ils ne se propagent. Quand Isabelle arriva pour évaluer la situation, le directeur des installations lui faisait déjà son rapport. « Une valve avait échoué », expliqua-t-il. « Défaut de fabrication, probablement. » Mais alors qu'il parlait, un des managers assistants pointa Mark. Il avait été la dernière personne à entretenir cette section, nota le manager. Peut-être y avait-il eu de la négligence. Isabelle observa l'agent d'entretien. Il se tenait près de la canalisation endommagée, outils en main, ne disant rien pour sa propre défense. Son superviseur commença à poser des questions pointues sur son journal d'entretien. Avait-il suivi le protocole? Avait-il testé la valve correctement? Mark répondit à chaque question calmement, sans détournement ni excuse. Il avait suivi la procédure, il dit que ses dossiers montreraient cela. Le directeur des installations suggéra une révision formelle. Il pourrait y avoir des conséquences, avertit-il, regardant Isabelle pour approbation. Elle hocha la tête une fois, son visage ne révélant rien. La réunion se termina, les décisions furent reportées et tout le monde se dispersa. Mark rassembla ses outils et retourna au sous-sol. Il savait comment ces choses fonctionnaient. Quelqu'un devait être blâmé et c'était rarement la personne qui le méritait. Il pensait à Emma, à l'assurance qu'il perdrait s'il était licencié. Il pensait à recommencer à 39 ans, en concurrence avec des travailleurs plus jeunes pour des postes payés à l'heure. Mais il ne paniqua pas. La panique était un luxe pour les gens qui avaient des options. Cette nuit-là, Isabelle examina le rapport d'incident dans son bureau. Les dossiers d'entretien étaient impeccables. Marc Dubois avait documenté chaque étape de son service, photographié la valve avant et après, enregistré le numéro de série du fabricant. Si quelque chose, sa minutie suggérait que la défaillance était externe. Mais elle savait aussi que la machine corporative se souciait rarement de la vérité. Elle se souciait de responsabilité, d'avoir un nom à attacher à un problème. Elle pouvait l'innocenter avec un seul email. Elle pouvait aussi rester silencieuse et laisser le processus se dérouler. Ce n'était pas son travail d'intervenir dans les questions de personnel. À ce niveau, le mouvement sage était la distance, la neutralité, laisser le système fonctionner. Et pourtant, quelque chose la dérangeait, un inconfort qu'elle ne pouvait nommer. Elle rentra chez elle sans envoyer l'email. La veste pendait toujours dans son placard, intouchée depuis cette nuit de décembre. Emma Dubois était assise à la table de la cuisine en dessinant pendant que son père préparait des pâtes. Elle avait 8 ans avec les cheveux sombres de sa mère et l'intensité silencieuse de son père. Elle n'avait jamais connu Claire, mais des photographies tapissaient les murs de l'appartement, et Marc lui racontait des histoires sur elle chaque soir. « Papa, dit-elle sans lever les yeux de son dessin, pourquoi les grandes personnes pleurent quand elles pensent que personne ne regarde? » Marc remua la sauce, gagnant du temps. « Qu'est-ce qui te fait poser cette question, ma chérie? » Madame Durand à l'école. Je l'ai vue pleurer dans le couloir hier, mais quand elle est revenue en classe, elle souriait comme si rien ne s'était passé. Il posa la cuillère et s'assit en face d'elle. Parfois, les adultes portent des choses lourdes en eux, des soucis ou de la tristesse qu'ils ne veulent pas mettre sur quelqu'un d'autre. Alors ils trouvent un moment tranquille, seul, pour laisser sortir. Emma réfléchit à cela. C'est ce que tu fais. Parfois, tout le monde a besoin de pleurer de temps en temps. Ça ne veut pas dire qu'on est faible, ça veut juste dire qu'on est humain. Elle retourna à son dessin, apparemment satisfaite. Mais l'esprit de Marc avait dérivé ailleurs. Il pensait à la femme de l'arrêt de bus, à la façon dont ses épaules avaient tremblé, à la douleur brute de son chagrin. À l'époque, il ne l'avait reliée à personne ou à quoi que ce soit. C'était simplement une personne en détresse qui avait besoin d'un moment de gentillesse. Maintenant, il se demandait quelle était son histoire.
Quel fardeau l'avait amenée sur ce banc dans le froid? À travers la ville, Isabelle était assise dans son dressing, tenant la veste usée. Elle avait finalement regardé l'étiquette à l'intérieur du col. Pas de nom, mais une petite étiquette d'un pressing local avec un numéro de téléphone délavé. Elle pourrait la retracer si elle le voulait. Elle pourrait découvrir qui l'avait aidée. Au lieu de cela, elle plia soigneusement la veste et la remit sur l'étagère. L'enquête sur l'incident de la salle des serveurs était en cours. Si elle découvrait que l'homme de l'arrêt de bus était aussi le travailleur sous examen, cela compliquerait tout. Elle lui devrait quelque chose, et elle avait appris il y a longtemps que les dettes émotionnelles étaient les plus difficiles à rembourser. Mais la veste resta. Elle ne pouvait se résoudre à la jeter ou à la donner à une association caritative. Elle demeurait dans son placard comme une question attendant une réponse. La révision formelle innocenta Marc de tous méfaits. Le fabricant de la valve avait émis un avis de rappel 3 jours avant l'incident, un avis qui avait été enterré dans la boîte mail de quelqu'un et jamais transmis à la gestion des installations. Marc garda son emploi, personne ne s'excusa. Il retourna au travail comme si rien ne s'était passé, se déplaçant dans le bâtiment avec la même efficacité silencieuse. Mais quelque chose avait changé en lui. Il avait entrevu à quel point il était jetable aux yeux de l'entreprise, avec quelle facilité sa subsistance pourrait être sacrifiée pour protéger la réputation de quelqu'un d'autre. Il ne blâmait pas Isabelle Moreau spécifiquement. Il ne savait même pas qu'elle avait été dans cette réunion. Mais il comprenait maintenant que les gens au-dessus de lui vivaient selon des règles différentes, et ces règles n'incluaient pas la loyauté envers les travailleurs comme lui. Isabelle apprit la résolution par un rapport de routine. Pas de licenciement, pas de mesures disciplinaires. L'affaire était close. Elle aurait dû se sentir soulagée, mais au lieu de cela, elle ressentit quelque chose qui ressemblait à de la honte. Elle n'avait rien fait de mal. Techniquement, elle n'avait rien fait de bien non plus. La carrière de l'homme avait été en jeu, et elle avait choisi la neutralité plutôt que la justice. Elle commença à faire attention à lui après cela. Pas de façon évidente, pas d'une manière qui attirerait l'attention. Mais elle remarquait quand il passait dans les couloirs. Elle apprenait son horaire, ses trajets dans le bâtiment. Elle observait comment il traitait les autres, les jeunes Talkies travailleurs qui l'admiraient, le personnel de nettoyage qui le saluait par son nom. Il était respecté, réalisa-t-elle, non pas à cause de sa position, mais à cause de qui il était. Un matin, elle le vit agenouillé à côté d'une femme de ménage dont le chariot s'était renversé. Les produits de nettoyage s'étaient éparpillés dans le couloir et la femme, une dame âgée nommée Rosa, était visiblement bouleversée. Marc l'aida à tout ramasser, lui parlant doucement en espagnol, la faisant rire malgré son embarras. Il ne se dépêcha pas, ne regarda pas sa montre, ne traita pas le moment comme un inconvénient. Il aida simplement. Isabelle regardait depuis le coin du couloir, ressentant quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Dans son monde, la gentillesse était stratégique. Les dirigeants encadraient le personnel junior pour construire la loyauté. Les donateurs donnaient aux associations pour les avantages fiscaux et le capital social. Mais Marc opérait selon une logique différente. Sa gentillesse semblait n'attendre rien en retour. Le mot arriva en mars. Moreau Enterprises restructurait sa division des installations. Les mises à niveau automatisées élimineraient 52 postes au cours des 6 prochains mois. L'annonce arriva dans la boîte mail de Marc un mardi après-midi. Un mémo soigneusement formulé sur l'efficacité organisationnelle et le positionnement concurrentiel. Son nom était sur la liste. Il la lut une fois, puis ferma l'email et retourna au travail. Il y avait un système de chauffage au 7e étage qui avait besoin d'attention. La vie continuait indépendamment des mémos corporatifs. Ce soir-là, il ne le dit pas à Emma. Il prépara le dîner, aida avec les devoirs, lui lut un chapitre des Misérables. Après qu'elle soit endormie, il s'assit à la table de la cuisine avec un bloc-notes légal, calculant ses finances.
Il avait assez d'économies pour 3 mois, peut-être 4 s'il était prudent. Le marché de l'emploi était serré, mais il avait des compétences et de l'expérience. Il s'en sortirait. Il s'en sortait toujours. La décision d'accepter son sort vint facilement. Mark n'avait jamais été du genre à mener des batailles qu'il ne pouvait pas gagner. La restructuration était motivée par les chiffres, par des feuilles de calcul qui réduisaient les travailleurs à des éléments de ligne. Ces protestations ne changeraient rien et ne feraient que rendre les choses plus difficiles pour les autres. Mieux valait partir silencieusement, préserver ses références et passer à autre chose. Mais Isabelle ne pouvait s'empêcher de penser à la liste. 52 noms, 52 familles affectées par une décision qu'elle avait approuvée. Elle examina chaque dossier personnellement, quelque chose que le conseil d'administration trouvait inutile mais tolérait. La plupart étaient des travailleurs plus âgés, approchant la retraite, ou de jeunes employés avec une ancienneté limitée. Les métriques avaient du sens. Le coût humain était plus difficile à calculer. Le dossier de Marc Dubois était au bas de la pile. Elle l'ouvrit en sachant ce qu'elle trouverait. 4 années de service exemplaires. Un père célibataire avec une jeune fille. Un homme qui avait une fois donné sa veste à une étrangère dans le froid. Elle pourrait retirer son nom de la liste. Un mot au RH et il serait protégé. Mais le faire serait du favoritisme. La corruption même qu'elle avait toujours refusé de pratiquer. Si elle le sauvait, elle utiliserait son pouvoir pour des raisons personnelles, trahissant les principes qui la rendaient efficace en tant que dirigeante. Le directeur des installations apparut à sa porte. Il avait besoin de l'approbation finale sur le calendrier de restructuration. Isabelle hocha la tête, signa le document et le regarda partir. La décision était prise. Marc Dubois recevrait son package de départ dans 6 semaines. Cette nuit-là, elle rêva de l'arrêt de bus. Elle rêva d'une veste posée sur ses épaules, de chaleur quand elle n'attendait que le froid. Elle se réveilla avant l'aube, incapable de se rendormir. La réunion de départ était programmée pour un jeudi. Marc arriva en chemise propre, s'étant préparé à la formalité. Son superviseur expliqua le package, l'extension de soins de santé, les services de reclassement. Marc hocha la tête aux moments appropriés et signa où indiqué. Quand ils demandèrent des citoyens s'il avait des questions, il dit non. Quand ils lui offrirent du temps pour traiter, il les remercia et se leva pour partir. À la porte, il s'arrêta. « Je veux que vous sachiez que je ne garde aucune rancune. Cette entreprise m'a donné un travail stable quand j'en avais le plus besoin. » Son superviseur sembla mal à l'aise, ne sachant comment répondre à la grâce face au licenciement. Marc lui serra la main et sortit. L'histoire aurait dû se terminer là. Un départ silencieux, quelques semaines de recherche d'emploi, un nouveau poste ailleurs. Mais Isabelle avait atteint sa limite. Elle l'avait regardé gérer la nouvelle avec dignité, avait vu la réunion de départ sur son calendrier et n'avait rien fait. Maintenant, elle ne pouvait plus supporter sa propre inaction. Elle le trouva dans le parking souterrain en train de charger ses affaires personnelles dans un vieux Peugeot. Il se retourna au son de ses talons sur le béton et pendant un moment, aucun d'eux ne parla. « Monsieur Dubois, dit-elle, je me demande si vous avez quelques minutes. » Il posa la boîte qu'il portait. « Bien sûr, comment puis-je vous aider, mademoiselle Moreau? » La formalité la piqua. Elle avait espéré une reconnaissance, un éclair qui lui dirait qu'il se souvenait, mais son visage ne montrait qu'une attention polie. « Voudriez-vous marcher avec moi? Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Ils marchèrent ensemble dans le garage, dépassant des rangées de voitures brillantes, jusqu'à ce qu'ils atteignent une porte de service qui menait à une petite cour. Elle était vide dans la lumière de l'après-midi tardif, juste un banc et quelques buissons qui luttaient. Isabelle s'assit. Après un moment, Marc la rejoignit. « J'ai essayé de trouver le bon moment pour cette conversation, » commença-t-elle. « Il n'y en a pas eu. »« Oh, que j'ai fait, je peux. Alors je le force maintenant. » Marc attendit, ne disant rien. « En décembre, j'ai reçu des nouvelles que mon frère avait failli mourir. »
J'étais en crise, fonctionnant à peine. Je me suis retrouvé à un arrêt de bus devant ce bâtiment, pleurant comme je n'avais pas pleuré depuis les funérailles de mon père. Elle observa son visage alors que la compréhension naissait. Son expression passa de la confusion à la surprise à quelque chose de plus compliqué. Un étranger s'est approché de moi. Il n'a pas demandé ce qui n'allait pas. Il n'a pas essayé de réparer quoi que ce soit. Il a juste posé sa veste sur mes épaules et est parti. « C'était vous, dit-elle. Je ne vous ai pas reconnu jusqu'à des semaines plus tard. À ce moment-là, l'incident de la salle des serveurs s'était produit et j'étais trop lâche pour faire quoi que ce soit. Je me suis dit qu'il valait mieux maintenir une distance professionnelle. La vérité, c'est que je ne savais pas comment faire face à quelqu'un qui m'avait vu si vulnérable. » Marc laissa échapper un souffle lent. « Je ne savais pas qui vous étiez. J'ai juste vu quelqu'un qui passait une mauvaise soirée. Je sais. C'est ce qui l'a rendu important. » Ils s'assirent en silence, le poids de 3 mois suspendu entre eux. Marc pensait à l'enquête, à la peur qu'il avait ressentie pour son emploi, à la neutralité froide des gens qui l'avaient jugé. Isabelle pensait à son placard, à la veste qu'elle avait gardée, à tout le temps où elle était passée à côté de lui sans parler. « J'aurais pu vous innocenter immédiatement, dit-elle. J'avais le pouvoir de terminer cette révision avec un seul email. J'ai choisi de ne pas le faire, parce que j'avais peur que cela paraisse suspect. J'ai priorisé mon propre confort par rapport à votre bien-être. Je suis désolé. » Marc considéra ces mots. Il pouvait sentir la colère remuer, le genre légitime qui vient d'être lésé, mais il voyait aussi la femme en face de lui. Pas la PDG, pas le nom sur le bâtiment, juste une personne qui portait de la culpabilité et la déposait enfin. « Vous avez gardé ma veste, dit-il. » Elle hocha la tête. Je ne pouvais pas la jeter. C'était la seule preuve que j'avais que la nuit était réelle, que quelqu'un pouvait être gentil sans rien vouloir. J'en ai beaucoup, des vestes comme ça. Vous n'aviez pas besoin de la garder. Je sais, mais c'était la seule façon pour moi de garder trace de cette gentillesse. Dans mon monde, tout le monde veut toujours quelque chose. La course assombrit alors que le soleil tombait derrière le bâtiment. Aucun d'eux ne bougea pour partir. « J'ai été restructuré, » dit finalement Marc. « 6 semaines et je suis parti. J'apprécie que vous me disiez tout cela, mais cela ne change pas la situation. Cela pourrait. Je pourrais annuler la décision, vous garder sur la liste de paix. Un mot, et c'est fait. » Il secoua la tête. « Je ne veux pas de ça. Si vous sauvez mon emploi à cause de ce qui s'est passé à cet arrêt de bus, alors la gentillesse devient une transaction. Elle cesse d'être ce qu'elle était. » Isabelle s'attendait à cette réponse, mais l'entendre la frappa quand même. Voici un homme avec toutes les raisons d'accepter un avantage, de faire jouer sa bonne action pour la sécurité de sa famille. Au lieu de cela, il refusait parce que cela ternirait l'acte original. « Qu'est-ce que vous voulez alors ?» demanda-t-elle. Il y réfléchit. « Je veux que les gens qui perdent leur emploi soient traités équitablement. Des départs décents, une vraie aide pour trouver de nouveaux postes, pas juste une lettre de forme et une poignée de main. C'est déjà dans le package. Le package va bien pour les gens qui ont des options. La moitié de ces travailleurs ont plus de 50 ans. Ils sont ici depuis des décennies. Ils ne vont pas facilement trouver un travail équivalent. Je veux un vrai soutien. Formation professionnelle, connexion, quelqu'un qui décroche vraiment le téléphone quand ils appellent. » Isabelle hocha lentement la tête. « Je peux faire ça. Je peux étendre le programme de reclassement, ajouter des ressources, le rendre significatif au lieu de cérémoniel. Alors faites-le. Pas pour moi, pour eux. » Elle tendit la main et ils se serrèrent la main. C'était un moment étrange, formel et intime à la fois. Un contrat scellé entre 2 personnes qui avaient enfin arrêté de prétendre qu'elles étaient des étrangers. La réunion du conseil d'administration était programmée pour le lundi suivant. Isabelle arriva avec une proposition de restructuration révisée qui augmentait le soutien à la transition de 50%. Elle avait passé le week-end à examiner les coûts, à trouver des réallocations budgétaires, à se préparer pour l'inévitable résistance.
Victor Lenoir, le directeur financier, souleva la première objection. Les chiffres n'avaient pas de sens, argua-t-il. Il s'étirait déjà pour accommoder les packages de départ, ajouter la formation professionnelle, et le soutien étendu réduirait les économies projetées. Nous récupérerons les coûts dans la réduction du turnover, répondit Isabelle. Les travailleurs qui voient leurs collègues bien traités restent loyaux. Les travailleurs qui les voient rejetés commencent à mettre à jour leur CV. L'argument continua pendant 1 heure. Plusieurs membres du conseil exprimèrent leur inquiétude sur l'établissement de précédents. D'autres s'inquiétaient de la perception des actionnaires. Isabelle tint bon, déflectant chaque critique avec des données qu'elle avait compilées pendant le week-end. Finalement, Philippe Moreau, son oncle et le membre le plus ancien du conseil, prit la parole. « Isabelle, je vous connais depuis que vous êtes enfant. Vous n'avez jamais apporté une proposition à cette table basée sur le sentiment. Qu'est-ce qui est vraiment derrière cela? » Elle considéra la déflexion, offrir plus de justifications commerciales, mais quelque chose dans le regard de son oncle exigeait l'honnêteté. « Il y a 3 mois, j'ai eu une des pires nuits de ma vie. J'étais seul et en train de m'effondrer, et un étranger m'a aidé. Il n'a rien demandé. Il n'a même pas laissé son nom. J'y pense depuis, sur le genre d'entreprise que nous voulons être. Traitons-nous les gens comme des ressources jetables? Ou reconnaissons-nous que chaque personne qui travaille à Faille ici est la famille de quelqu'un, la raison de quelqu'un de se lever le matin? La salle de conseil devint silencieuse. Philippe Moreau étudia sa nièce avec une expression qu'elle ne pouvait lire. « L'homme qui vous a aidé, dit-il, est-ce qu'il travaille ici? » Il travaillait ici. Il est licencié dans la restructuration. Et vous n'essayez pas de sauver son emploi? Il a refusé. Il ne voulait que nous fassions mieux pour tous les autres. Philippe se tourna vers les autres membres du conseil. Je propose que nous approuvions la proposition révisée. Tous ceux qui sont pour. Le vote passa 8-5. Isabelle laissa échapper un souffle qu'elle ne savait pas retenir. La nouvelle se répandit rapidement dans l'entreprise. Départs étendus, services de placement d'emploi améliorés, un engagement personnel de la PDG pour s'assurer que chaque travailleur partant avait du soutien. Certains employés étaient sceptiques, y voyant de la gestion de relations publiques. D'autres étaient véritablement émus. Dans le département des installations, les travailleurs qui s'étaient résignés à des avenirs incertains se trouvaient prudemment pleins d'espoir. Marc entendit parler des changements de son superviseur. Il ne commenta pas ni ne prit de crédit. Il termina simplement ses semaines restantes, forma son remplaçant et se prépara pour son dernier jour. Le matin de son départ final, il trouva une enveloppe sur son casier. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite et une carte de visite. « Merci de m'avoir rappelé ce qui compte. La veste est à vous quand vous la voulez. I.M. » Il glissa la carte dans son portefeuille et jeta l'enveloppe. Certaines choses n'avaient certes pas besoin d'être préservées. Elles vivaient mieux comme souvenir. Les médias reprirent l'histoire de la restructuration 1 mois plus tard. Un journaliste économique écrivit un article sur l'approche centrée sur l'humain de Moreau Enterprises pour les transitions de main-d'œuvre. Isabelle fut interviewée, photographiée, louée pour son leadership progressiste. Elle répondit gracieusement aux questions tout en détournant le crédit vers son équipe RH. Personne ne mentionna Marc Dubois. Personne ne connut l'arrêt de bus ou la veste ou la conversation dans la cour. L'histoire publique était sur la responsabilité corporative, sur une PDG qui se souciait. L'histoire privée était plus petite et plus compliquée, sur 2 personnes qui s'étaient croisées dans l'obscurité et avaient trouvé quelque chose qu'aucune n'attendait. Marc trouva un nouvel emploi en quelques semaines. Une usine de fabrication à Grenoble cherchait un gestionnaire d'installation expérimenté. Le salaire était meilleur, les heures plus raisonnables. Il et Emma déménagèrent dans une petite maison avec une cour, leur première vraie cour depuis Marseille. Il ne resta pas en contact avec Isabelle.
Ils n'avaient aucun cadre pour l'amitié, aucun moyen naturel de combler la distance entre leurs vies. Mais parfois, les soirs tranquilles, il pensait à elle assise seule dans son penthouse, portant des fardeaux que personne d'autre ne pouvait voir. Il espérait qu'elle avait trouvé quelqu'un à qui parler. Il espérait qu'elle ne pleurait plus aux arrêts de bus. Un samedi, 2 ans après cette nuit de décembre qui avait changé leur vie, le programme de transition de Morrow Enterprises était devenu un modèle industriel. D'autres entreprises envoyaient des délégations pour étudier leur approche et Isabelle était régulièrement invitée à parler de responsabilité sociale corporative. Elle acceptait ces invitations gracieusement, mais déviait toujours le crédit vers ses équipes. Peu de gens connaissaient la vraie origine du programme, l'homme qui avait refusé de sauver son propre emploi pour garantir que ses collègues soient traités équitablement. Marc avait prospéré à Grenoble. Il était devenu directeur des installations de l'usine, supervisant une équipe de 15 personnes. Emma, maintenant 10 ans, s'épanouissait dans sa nouvelle école et avait rejoint l'équipe de football locale. Le dimanche matin, il visitait souvent le marché fermier local où Marc était devenu un habitué. Les vendeurs connaissaient son nom, demandaient des nouvelles d'Emma, gardaient de côté les meilleures tomates pour sa sauce du week-end. C'était une vie simple mais riche, construite sur les fondations qu'il avait apprises cette nuit froide, que la gentillesse ne coûte rien mais vaut tout, que la dignité ne se mesure pas par la position sociale, et que parfois les plus petits gestes créent les plus grands changements. Un jour d'automne, en feuilletant le journal local, Emma tomba sur un article sur Morrow Enterprises. Il y avait une photo d'Isabelle recevant un prix pour l'innovation en ressources humaines. « Papa, » dit Emma montrant la photo, « cette dame ressemble à quelqu'un que tu connais. » Marc regarda l'image. Isabelle se tenait sur une estrade, acceptant gracieusement les applaudissements, mais quelque chose dans ses yeux suggérait qu'elle pensait à autre chose. « Peut-être, » dit-il. « Pourquoi? Elle a l'air gentille, comme quelqu'un qui aiderait les gens. » Marc sourit, ébouriffant les cheveux de sa fille. « Qu'est-ce qui te fait dire ça? » Juste quelque chose dans son sourire. Il ressemble au tien quand tu aides Madame Chen avec ses courses. Cette perspicacité d'une enfant de 10 ans le frappa. Emma avait hérité de sa mère l'habileté de voir au-delà des surfaces, de reconnaître la bonté authentique, peu importe où elle se cachait. « Tu as probablement raison, » dit-il. « Les bonnes personnes ont tendance à se reconnaître. » Cette nuit-là, après qu'Emma soit endormie, Marc sortit sur le petit balcon de leur maison. Les lumières sœurs de Grenoble scintillaient en contrebas et il pensa à Lyon, à l'arrêt de bus, à la veste qu'il avait donnée sans réfléchir. Il se demandait si Isabelle regardait aussi les lumières de sa propre ville, se souvenant de cette même nuit. Il espérait qu'elle avait trouvé la paix, que les responsabilités de diriger une entreprise géante n'avaient pas étouffé la femme vulnérable qu'il avait brièvement entrevue. À Lyon, Isabelle était effectivement debout devant ses fenêtres panoramiques, mais elle ne regardait pas les lumières. Elle tenait à la main une lettre d'un ancien employé de Morrow, un homme de 58 ans qui avait trouvé un nouveau travail grâce au programme de transition étendu. « Merci, » écrivait-il, « de m'avoir traité comme un être humain et pas juste un numéro. Votre programme m'a donné l'espoir quand j'en avais le plus besoin. Je commence lundi dans ma nouvelle position et ma famille et moi ne l'oublierons jamais. » C'était la 50e lettre de ce genre qu'elle avait reçue au cours des 2 dernières années. Chacune la touchait profondément, lui rappelant pourquoi elle avait choisi la compassion plutôt que la commodité lors de cette réunion du conseil. Elle pensa à Marc, se demandant comment il allait. Leur vie avait pris des chemins différents après cette conversation dans la cour, mais l'impact de sa gentillesse continuait à se répercuter à travers tout ce qu'elle faisait. Le programme de transition était devenu plus qu'une politique d'entreprise. C'était devenu une philosophie, une façon de rappeler à chaque décision qu'il y avait des visages humains derrière chaque chiffre. Elle avait encadré l'un des premiers remerciements qu'elle avait reçus et l'avait mis sur son bureau, pas pour se vanter, mais pour se souvenir.
pour ne jamais oublier qu'un acte de gentillesse anonyme dans une nuit froide pouvait changer non seulement des vies individuelles, mais aussi la culture entière d'une organisation. L'histoire de Marc et Isabelle nous rappelle que parfois, les plus petits gestes créent les plus grands changements. Une veste donnée à une inconnue dans le froid, un moment de compassion sans attente de retour, et soudain 2 vies sont transformées et une entreprise entière découvre son âme. Cette histoire nous enseigne que la vraie grandeur ne se mesure pas par la richesse ou le pouvoir, mais par notre capacité à voir la souffrance des autres et à y répondre avec humanité. N'oubliez pas de noter cette histoire de 1 à 10 dans les commentaires et dites-nous, avez-vous déjà reçu ou donné un acte de gentillesse qui a changé votre perspective? Partagez vos expériences dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui célèbrent la dignité ordinaire et le pouvoir extraordinaire de la compassion humaine.